Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Vendredi 17 mai 2024, en France, nous vivons une fin dans l'horreur, ce qui est tout de même préférable à une horreur sans fin. Tout le monde politique, tout doucement, bascule pour laisser place à un régime sans sel que l'on appelle la corruption, pour un pouvoir régulé par le peuple et pour le peuple. Oui, vous savez, cet art de vivre que nous nommons la démocratie. Soyez les bienvenus dans la France libre, une émission démocratique, avec Bruno, avec Philippe, avec Jean-Pierre, avec vous, messieurs, dames, bienvenue, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, pendant qu'on nous définit à la radio et à la télévision ce que c'est qu'un conspirationniste, on va bientôt nous faire un éclaté du cerveau, de ce qu'il y a à l'intérieur du cerveau d'un conspirationniste. Eh bien, il y a des faits qui continuent, et comme par exemple en Angleterre, on va les citer, monsieur Andrew Bridgen, qui est un membre du Parlement anglais, qui a fait une longue tirade sur le fait qu'il ne faut plus vacciner, il faut arrêter les injections, c'est trop dangereux au niveau des effets secondaires. Les conclusions sont là, en tout cas il les donnait, avec des avis médicaux autorisés évidemment, précis, et évidemment aussi très anxiogènes, quoi. Hein. Donc il a fait cette explication-là devant un parterre quasiment vide. Il devait y avoir une dizaine de personnes dans ce qui n'est pas un hémicycle, mais un rectangle en Angleterre. Et donc il a fait ça comme ça, et il est parti mis en tête, comme on dit. Il a pu finir ce qu'il avait à dire, ce qui est déjà pas mal. On l'a pas interrompu, mais il l'a bien dit. Donc voilà. Et puis il y a deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a une dame qui s'appelle Kathleen Ruddy, R-U-D-Y, qui est une oncologue américaine de renom. Alors, ça veut dire que ça dépasse je dirais la surface de la ville où elle habite, j'imagine. Hein. Elle doit être connue un peu partout dans son pays. Et qui nous dit quoi? Et qui nous dit que, alors c'est une oncologue, hein, c'est-à-dire qui s'occupe de cancer. Hein. Elle dit quoi? Elle dit que l'ivermectine, d'après elle, n'est pas simplement bien comme un vermifuge pour les chevaux. Généralement, c'est comme ça que l'ivermectine est employé, en tout cas aux États-Unis. Je ne sais pas en France. Et elle dit que ça guérit aussi le cancer. Elle en a la démonstration. Elle a eu la démonstration par plusieurs cas. Alors c'est pas à l'appel, c'est pas tout le monde, mais ça contribue. Donc à prendre en compte, sachant que l'ivermectine, souvenons-nous, en France, avait été interdite pour motif que on n'a pas jamais su très bien d'ailleurs pourquoi. Elle avait été interdite pour traiter le Covid-19, sans doute devait-elle le guérir également, et ça n'arrangeait personne. En tout cas, c'est une opinion qu'on pourrait développer. Voilà ce que j'avais à dire en première main, si je puis dire, et puis je vais rendre la parole à Sylvain, qui me semble a des choses à nous montrer, comme souvent. Ouais. Nous allons nous projeter du côté de Nouméa. Comme vous le savez, en ce moment, il se passe des choses avec nos amis Kanak, l'actualité en images, et on se retrouve juste après. La cellule de coordination des actions de terrain rappelle que le seul objectif du mouvement indépendantiste est l'accession à la pleine souveraineté de Kanaki, tel que prévu par l'accord de Nouméa. Pour cette raison, la cellule de coordination des actions de terrain réaffirme que son combat pour le dégel du corps électoral reste d'actualité, car c'est la seule condition d'une paix durable et du vivre ensemble en Kanaki. Ce matin du 15 mai 2024, nous avons pris acte du vote des 351 députés de l'Assemblée nationale qui ont choisi de mettre de l'huile sur le feu en donnant leur aval pour le dégel du corps électoral, alors même que l'État et les parlementaires auraient dû respecter la parole du peuple français qui ont approuvé l'accord de Nouméa par référendum. Aujourd'hui, l'avant-dernière étape du processus de révision de la Constitution est passée. Et c'est le congrès de Versailles qui sera convoqué par le président Macron dans les prochaines semaines qui entérinera cette réforme de la Constitution française. Il reste une dernière chance pour que l'État entende notre cri du cœur et stoppe définitivement son plan au nom de la paix de notre pays. La cellule de coordination des actions de terrain a posé le cadre de la mobilisation dans l'ensemble du pays au niveau de la phase 2.
Or, nous constatons que l'État français, par son entêtement soutenu par les indépendantistes, ne souhaite pas que la paix civile perdure. L'État français qui détient le droit de la violence légitime imposée au peuple kanak depuis la prise de possession dans la souffrance a envoyé les forces de l'ordre pour établir l'ordre colonial sur nos terres. Nous demandons à nos responsables politiques de défendre coûte que coûte nos acquis hérités d'une longue lutte du peuple kanak et l'accession à notre pleine souveraineté. Ce combat est noble et il concerne tous les citoyens de notre pays. Nous condamnons fermement les propos coloniaux tenus par Gilles Grial, qu'il propage sur les réseaux sociaux en donnant l'illusion d'avoir le monopole de la démocratie. Nous interpellons l'État sur la présence des milices loyalistes qui agressent nos gens sur le terrain avec la caution des forces de l'ordre. Notre combat pour la Kanaki libre sera long et semé d'embûches. Aussi, la CCAT appelle tous les citoyens mobilisés sur le terrain à l'apaisement et au respect des consignes. Nous appelons toutes les communautés du pays à nous rejoindre dans notre lutte pour la construction d'une nation souveraine, inclusive et dans laquelle nous aspirons à vivre ensemble et en paix. Ils se battent pour l'accession à la pleine souveraineté et leur combat est tout à fait juste et légitime, j'ai l'impression. Il y avait déjà eu des accords dits de Nouméa, je crois, dans les années 80-90, pour justement aplanir, à faire un atterrissage en douceur vers une indépendance ou une semi-dépendance. Et visiblement, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Alors pourquoi subitement maintenant? C'est drôle, hein, tout arrive en même temps, aussi bien les Gilets jaunes que les Kanaks, que Nouméa. On a l'impression que tout ça fait partie d'un coup de malchance en quelque sorte. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait dire pour un gouvernement qui prendrait les choses à ce moment-là, dans cet état-là, et qui dirait, il n'y a pas de chance, ça prend feu partout. Je crois que la chance ou la malchance n'ont rien à faire là-dedans, et qu'il s'agit évidemment de choses qui sont préparées d'avance, qui sont voulues. Et les Kanaks que j'entends là ne sont pas des fous furieux. En tout cas, ce jeune homme qui parle là, il n'a pas l'air d'être un fou furieux. Il revendique des choses. Il est déjà dans une sorte d'acceptation de la défaite, si je puis dire les choses comme ça. Dans une acceptation, je dirais presque de la mort pour la liberté, quoi. Hein. Ça me fait penser à la chanson et à la fin du jeune Gavroche dans Les Misérables. On a tous en tête, je suis tombé par terre, etc. Alors on pourrait reprendre la chanson pour le compte de n'importe qui. C'est je suis tombé par terre, c'est la faute à Castaner. Le nez dans le front, c'est la faute à. Je vous laisse finir ma phrase. Donc voilà. Donc c'est vraiment ça. Ils sont presque résignés à une lutte difficile, là, ces gens-là. Ah oui, je t'écoute. Alors il y a un danger important pour eux parce que c'est le même danger que nous on aura au niveau du Conseil national de transition français canal historique au moment de la transition, c'est d'essayer de se faire récupérer par des puissances étrangères. Il faut pas oublier que la Chine lorgne de très près sur la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'Australie, ainsi que les États-Unis. Donc, si les Kanaks veulent l'indépendance, c'est très bien pour eux, mais ils ont intérêt à rester indépendants, justement. C'est ça le plus dangereux, parce que ça serait très dommageable, aussi bien pour les Kanaks que pour les Français, de voir la Nouvelle-Calédonie devenir une province chinoise. Ah, Bruno, ce qui est en cause, effectivement, tu fais bien d'en parler, les puissances étrangères, ils voient des avantages commerciaux notamment, puisque cette grande île détient une grande partie du nickel mondial d'ailleurs. Hein. Donc c'est l'île au nickel en quelque sorte, mais que c'est une mono-exploitation, une monoculture si je puis dire, ou en tout cas une mono-industrie. Et il faudrait pouvoir faire développer d'autres industries à partir du nickel, pourquoi pas, mais qui iraient vers la grande île plutôt que de n'exporter que la matière première. C'est toujours la même problématique depuis le 19e siècle. Hein, c'est-à-dire que la matière première était exportée vers l'Europe, qui faisait la plus-value en fabriquant des objets pour faire du thé, du tissu, tout ce qu'on voulait, des machines. Et puis après, ça repartait sur le marché mondial à des prix évidemment tout à fait différents, avec une plus-value qui est celle du travail, qui était celle du travail. Et là, il faut que les Kanaks puissent disposer de la même chose. Alors, on nous oppose, comme je l'ai entendu ce matin à la radio, que ces Kanaks, en l'occurrence, à opposer aux Caldoches, qui sont les héritiers qui sont les descendants, pardon, de Blancs, qui ont été parqués dans cette grande île,
Nouvelle-Calédonie de force, tout simplement. Donc il y a une différence ethnique déjà, et puis il y a une différence culturelle, à savoir que les uns sont relativement bien équipés en termes de formation, hein, je dirais, puis les autres beaucoup moins, quoi. Voilà. Donc il y aurait un sous-prolétariat qui serait représenté par les Kanaks. Eh ben, moi, je suis absolument certain qu'il y a beaucoup de Kanaks qui aimeraient bien accéder à l'étage supérieur, mais qui ne peuvent pas. Et s'ils ne le peuvent pas, c'est que les conditions n'ont pas été réunies pour qu'ils le puissent. C'est forcément ça. Donc, à un moment donné, tant qu'il n'y a pas une volonté politique, eh bien, il ne se passe rien d'autre que la continuité de la violence. Et c'est un peu dans cette spirale que se trouvent aujourd'hui à nouveau les gens de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. La Nouvelle-Calédonie devrait faire un CNT et le déclarer à l'ONU, par exemple. Oui, exactement. exactement. Ça nous amène au sujet le plus important de ce soir, qui est le fait que le Conseil national de transition français Canal historique vient officiellement d'écrire au secrétaire général de l'ONU pour demander sa reconnaissance officielle. Et nous l'avons titré comme cela de Monsieur Antonio Guterres à l'Assemblée populaire. Alors, je ne voudrais pas qu'on développe sans faire le lien avec le sujet précédent. Hein. C'est-à-dire que si demain, il devait y avoir un CNT FCH qui prenne les rênes en France, ça concernerait bien entendu la métropole, mais pas que. Ça concerne également tous les territoires et départements d'outre-mer. On se le dise en Nouvelle-Calédonie également. Hein, voilà. Alors, donc, voilà. Il a été fait donc un courrier, c'est ce qu'on disait à l'instant, un courrier à l'adresse de Monsieur Antonio Guterres, qui est le président de l'ONU, hein, voilà, le premier secrétaire, je sais pas quel est son titre. Secrétaire général. Secrétaire général, voilà, de l'ONU, merci. Et nous avions déjà écrit il y a 2 ans, je crois, oui, c'était il y a 2 ans, pour simplement renouveler le dépôt, c'est-à-dire l'information, la mise en information du fait que le CNT-FCH existait et faisait part de son existence tout simplement à l'ONU. On n'a pas eu de réponse. En même temps, on n'en demandait pas forcément. Hein, il n'y avait pas de demande express. Aujourd'hui, il y a une demande express qui est celle de la reconnaissance. Alors pourquoi aujourd'hui la reconnaissance et pas hier? D'abord parce qu'il y a eu du travail de fait, et puis qu'il existe désormais d'autres pays au sein de l'ONU susceptibles d'entendre notre appel et notre demande, qui n'étaient pas repérés il y a 2 ans, en tout cas pas par nous. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les choses sont plus claires. Elle s'éclaire avec les BRICS qui sont également à l'ONU. Les pays des BRICS sont à l'ONU, la plupart en tout cas. Donc ils ont forcément un poids, et puis donc ils peuvent dire je reconnais ou je ne reconnais pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc en lançant cette bouteille à la mer, comme toujours, hein, par le haut en quelque sorte, nous avons l'intention de faire bouger les choses, et même si elles ne bougent pas, c'est-à-dire que si on ne reçoit pas de réponse, eh bien, on aura quand même fait quelque chose d'important vis-à-vis des corps constitués, par exemple. On aura mis un certain nombre de choses au point. Et l'intérêt de cette lettre qui a été envoyée, c'est justement de savoir ce qu'il y a dedans, bien entendu, et de comprendre quelle est la démarche juridique. Alors, on n'a pas l'habitude de faire de lecture de texte à cette assemblée, enfin dans ces émissions, dans les émissions où nous sommes maintenant, mais on va faire une exception. Enfin, nous avons choisi de faire une exception et de nous faire la lecture de ce texte-là de façon in extenso, parce qu'il va être évidemment envoyé à Orbi et Tourbi, hein, comme d'habitude, à toutes les personnes concernées de l'ONU, évidemment, plus les ambassades, évidemment, plus un certain nombre de personnes étrangères. Et ce texte sera, deuxièmement, en place sur notre site. Dans l'intervalle, j'aimerais quand même marquer d'une pierre blanche, en quelque sorte, ce document par sa lecture. Alors non pas solennelle, hein, rassurez-vous, mais par sa lecture, qui peut être un peu rébarbative, mais qui me semble indispensable. Pour ceux qui n'aiment pas la lecture, je vous dis rendez-vous dans 10 minutes. Voilà. Alors voilà, je commence. Donc, Monsieur le Secrétaire Général s'est adressé à Monsieur donc Antonio Guterres, hein, qui est Secrétaire Général des Nations Unies, avec l'adresse First Avenue, 46e rue, etc. Évidemment, l'adresse du CNT-FCH. Monsieur le Secrétaire Général, le tout envoyé sous une lettre rare avec un numéro 1. Nous faisons suite à la lettre en date du 26 août 2021, donc que nous avions co-signé et vous écrivons en qualité de porte-parole du comité d'installation, émanation du Conseil national de transition CNT de France, appelé depuis août 2021 Conseil national de transition français Canal historique, CNT-FCH. Cet organe de droit international public est actuellement la seule autorité publique légitime représentant la souveraineté du peuple français en application du droit du peuple français à l'autodétermination selon l'article 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
En effet, par la loi du 13 février 2008, publiée au Journal officiel de la République française du 14 février 2008, autorisant la ratification du traité de Lisbonne, les représentants, entre guillemets, du peuple français souverain ont cru devoir accepter de placer la France sous tutelle de l'Union européenne en approuvant un texte quasi identique à celui pourtant refusé à 54,67% par le référendum du 29 mai 2005. Bien qu'il n'existe aucune trace au journal officiel de la République française de la publication d'un décret signé par le président Sarkozy pour ratifier ce traité, son gouvernement et ses successeurs ont immédiatement pris toutes les dispositions pour mettre en œuvre et continuer d'appliquer ce texte jusqu'à ce jour, comme s'il avait été ratifié en février 2008 et était entré en vigueur le 1er décembre 2009. La mise en application de fait de ce traité, qu'il ait été ratifié ou pas, constitue une violation des droits du peuple à la souveraineté et à former la loi par référendum tels qu'ils sont garantis par les articles 3 et 6 de la Déclaration des droits de 1789 à laquelle, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, pardon, le peuple français proclame solennellement son attachement, fermez les guillemets, selon les termes même du préambule de la Constitution approuvée par le référendum du 28 septembre 1958. Le peuple français a ainsi approuvé deux textes par le référendum de 1958. D'une part, la Déclaration des droits de 1789 qui définit les droits inaliénables et sacrés de l'homme et les conditions d'existence d'une constitution. Et d'autre part, une constitution dont le maintien et l'existence dépendent par définition du respect même de ces conditions. Dès lors, depuis cette loi de ratification du 13 février 2008 et de la mise en application du texte par l'exécutif en faisant constamment croire au peuple que ce texte serait légitime, non seulement la garantie des droits fondamentaux n'est plus assurée, mais en outre, la séparation des pouvoirs a disparu du fait de la réunion de tous les pouvoirs contre la décision du souverain, à savoir le peuple, en l'occurrence les pouvoirs législatifs et exécutifs, dans le silence assourdissant complice des juridictions nationales. Ainsi, la Constitution du 4 octobre 1958 et donc la République qu'elle avait instituée sont devenues caduques de plein droit en application de l'article 16 de la Déclaration des droits de 1789 qui dispose par des, ouvrez les guillemets, principes simples et incontestables, fermez les guillemets, à l'article 16 de la Déclaration des droits de 1789 qui dispose par des principes, à l'usage de tous les Français. Toute société, ouvrez les guillemets, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des droits déterminée, n'a point de constitution, fermez les guillemets. Il ne saurait donc y avoir aucune ambiguïté sur le fait que des représentants, entre guillemets, n'ont aucune autorité constitutionnelle pour prendre une décision contraire à la décision du peuple souverain, qu'ils sont censés représenter, avec des guillemets, sauf à nier le principe même de la souveraineté nationale, alors que le peuple français proclame solennellement son attachement à ce principe, au terme du préambule de la Constitution qu'il avait approuvé par le référendum de 1958. Quelqu'un veut parler, non? Non, c'est bon? Je continue. Alors il y a effectivement des renvois. En rappel, le Conseil national de transition CNT, désormais dénommé Français Canal Historique, CNT-FCH, depuis août 2021, a fait l'objet d'une déclaration auprès du secrétariat général de l'ONU par lettre recommandée qui a été adressée personnellement à votre prédécesseur le 30 septembre 2015, signée par son ancien membre, fondateur et porte-parole de l'époque, M. Éric Fiorile, et reçue le 15 octobre 2015. Mi-2019, ce dernier a indiqué qu'il quittait de son plein gré le CNT et sa direction. Depuis cette date, la direction du CNT est devenue collégiale. C'est une organisation sans président, sans meneur, ni chef, ni dictateur, ni avec aucun parti politique ou mouvement extrémiste. En août 2021, le CNT a dû ajouter à sa dénomination la mention Français Canal Historique pour se distinguer d'organisations créant la confusion en utilisant la dénomination CNT ou Conseil national de transition. Les institutions démocratiques de forme républicaine et le gouvernement dont le CNT-FCH prépare l'installation à base de tirage au sort ont vocation à permettre au peuple français dès leur installation d'exercer lui-même la souveraineté nationale en appliquant le programme de la transition pour rétablir l'état de droit et restaurer le pays au terme d'une transition démocratique de 2 ou 3 années au cours de laquelle il aura pu préparer et travailler et choisir lui-même son propre mode de gouvernance pour l'avenir. Voir le programme de la transition issu de travail de commission populaire avec un renvoi. Il résulte de la caducité de la Constitution que tous les actes, traités, élections, lois, décrets, etc., intervenus ou à venir depuis la loi du 13 février 2008 sont nuls et non avenus, tels que notamment l'entrée de la France dans l'Union européenne, dans le commandement militaire intégré de l'OTAN en 2009, les lois liberticides sans aucune preuve scientifique de l'existence de soi-disant virus pathogènes et contagieux ou d'un réchauffement climatique soi-disant causé par l'activité humaine et le CO2.
les lois de réquisition, de préparation à la guerre et limitant la liberté d'expression, la signature d'accords dits présidentiels et l'envoi de fonds et de matériel militaire à l'Ukraine, suscitant des hostilités de la part d'une nation historiquement alliée à la France, une loi prétendant transformer la France en une région d'une Europe fédérale, un projet de traité qui n'accepterait de remettre la souveraineté sanitaire de la France aux dirigeants d'une organisation internationale, financée par les laboratoires produisant les soi-disant remèdes à de soi-disant pandémies. À l'abri de tout contre-pouvoir par l'immunité juridictionnelle et diplomatique que leur confèrent certains États, ce qui constituerait le paroxysme même de la réunion de tous les pouvoirs en une seule main contre tous les peuples. De plus, la prétendue loi du 23 mars 2020 définissant les conditions de déclaration par le gouvernement d'un état d'urgence sanitaire exigeait à cet effet la publication des données scientifiques motivant la décision. Or, depuis mars 2020, comme en mai et en octobre 2020, les décrets prétendent déclarer un tel état sanitaire n'ont jamais publié la moindre donnée scientifique pour le justifier. À cet égard, il convient de rappeler que depuis mars 2020, comme pendant les années précédentes, le CNT-FCH n'a cessé de dénoncer les mesures criminelles prises par les usurpateurs de fonctions publiques, occupant l'appareil d'État sans droit ni titre et au mépris de leurs propres lois, à savoir notamment avril 2020. Dénonciation de la fausse pandémie, attestation de déconfinement à partir du 1er mai 2020, appel aux commerçants. Octobre 2020, sommation, appel à la loi adressé à des milliers de dépositaires de l'autorité publique pour dénoncer des mesures sanitaires criminelles sans fondement scientifique. Janvier 2021, laissez-passer, dénonçant l'absence de preuves scientifiques justifiant les mesures liberticides, avec son mode d'emploi et un modèle de plainte pour crimes contre l'humanité. Juin 2021, que dit la Constitution ? Confirmant les dérives sectaires des usurpateurs au pouvoir depuis 2008 et la nécessité du respect de la souveraineté du peuple français par une transition démocratique. Juillet 2021, information sur la fraude scientifique et la virologie. Sommation à 6 ministres français leur demandant de produire les preuves scientifiques justifiant les mesures liberticides depuis mars 2020. Février 2022, pétition Stop, le peuple accuse. Octobre 2022, divers communiqués sur les vérités juridiques et scientifiques à l'usage des Français. Mai 2024, avis rappel à la loi, mise en demeure des responsables concernant la protection de la santé, etc., etc. Tous les actes énumérés et dénoncés ci-dessus constituent autant de crimes contre l'humanité par torture mentale et même par génocide, crimes de trahison et actes de terrorisme contre le peuple français selon les articles 211-1, 212-1, 411-1 à 411-8 et 421-1 du Code pénal français et les règles de l'article 7 du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale d'applicabilité directe en droit français depuis le 1er juillet 2002. La déclaration adressée à votre prédécesseur concernant l'existence du Conseil national de transition français canal historique par lettre du 30 septembre 2015 était un appel au secours du peuple de France qui avait commencé par la proclamation publique de ce Conseil national de transition. Cet appel avait pour but de signifier à la communauté internationale que le peuple de France était désormais dirigé et opprimé par des usurpateurs de fonctions publiques occupant l'appareil d'État sans droit ni titre, en l'absence de toute constitution depuis 2008, mettant en place une tyrannie. Comme exposé ci-dessus, depuis notre précédent courrier en 2021, les actes criminels et terroristes des usurpateurs au pouvoir n'ont cessé de se multiplier et de causer de graves dommages sanitaires, économiques et psychologiques dans toute la population. Ce n'est pas faute pour le CNT-FCH d'avoir averti et informé le peuple français et la communauté internationale des dérives sectaires de la République sans fondement constitutionnel et des violations de plus en plus graves des droits de l'homme commises en France par des usurpateurs auteurs et complices de crimes contre l'humanité, de trahison et d'actes de terrorisme agissant en intelligence avec des puissances et organisations étrangères et leurs agents, aggravant ainsi la mise en danger du peuple français et de la paix mondiale. C'est pourquoi, à l'occasion de la campagne d'information lancée le 10 mai 2024 par le CNT-FCH concernant la protection de la santé, voire document 2024 cité plus haut, prenant en compte les menaces créées par le projet de règlement sanitaire international de l'OMS et les ambitions antidémocratiques de l'Union européenne et de l'OTAN, il appartient à chaque État-nation, et en particulier à l'Assemblée générale des Nations unies, de prendre toute résolution nécessaire pour dénoncer la disparition de l'état de droit en France, l'oppression et la prise en otage du peuple français et reconnaître l'existence légitime du Conseil national de transition français canal historique. Il est certain qu'une telle reconnaissance du CNT-FCH par une ou plusieurs nations ou par une organisation internationale plutôt que l'accumulation de silence assourdissant
ne peut que confirmer aux yeux du monde la vivacité du droit des peuples à l'autodétermination en application de l'article 1 du PIDCP et du PIDESC. Une telle reconnaissance du CNTF/CH ne peut également que confirmer l'intention de la communauté internationale de toujours faire respecter les principes fondamentaux du droit international et les droits de l'homme, renforcer ainsi la détermination du peuple français comme tous les peuples et se libérer légalement, légitimement et pacifiquement et à œuvrer davantage encore pour la paix mondiale. Une telle reconnaissance paraît d'autant plus opportune pour limiter les risques d'insurrection et de déstabilisation fomentés par certaines personnes et organisations et pour confirmer que les principes du droit international peuvent toujours être mis en œuvre pacifiquement pour protéger la paix civile. La France a hâte de faire à nouveau rayonner sa vraie nature. Pour toute information complémentaire, nous restons à votre disposition sur contact.info@conseilnational.fr et nous suggérons de consulter le site https://conseilnational.fr. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, l'assurance de notre considération la plus respectueuse et la plus attentive. Voilà, j'en ai fini. J'espère avoir endormi le moins de personnes possible, mais je crois qu'il était important de relayer ce document sur cette émission, car il y aura des diffusions sur tous les sites possibles. On va l'envoyer, évidemment. Et c'est une nouvelle pierre déposée sur le bord du chemin. Alors, soit vous avez des commentaires à faire sur ce que je viens de dire, soit on peut enchaîner avec des assemblées populaires qui sont à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire que là, par l'ONU, on rentre par le haut, si je puis dire, hein. Avec les assemblées populaires, on va aller voir les maires, et là, on va rentrer par le bas. Et les deux actions sont nécessaires. Alors Philippe, moi je vais continuer par rapport à ce que tu viens de dire, en faisant justement la liaison entre ce qu'on vient d'envoyer donc aux Nations Unies d'une manière officielle et justement ces assemblées populaires. Parce que pendant les 3 années, depuis août 2021 jusqu'à aujourd'hui, nous avons au niveau du CNTF/CH travaillé très fortement avec des commissions qui réunissaient plus de 300 personnes, plus les actions donc de nos juristes, plus les actions du comité d'installation. Nous avons mis en place une structure complète et un programme complet pour redresser le pays et donner le pouvoir au peuple. Donc, pour tous les militaires, pour tous les gardiens de la paix qui peuvent actuellement nous écouter, eh bien, nous avons la structure, nous avons le programme et nous avons demandé la reconnaissance aux Nations Unies. Donc, avis à tous ceux qui nous écoutent. Et nous allons écouter Jean-Pierre, si Jean-Pierre veut bien nous parler. Avec plaisir, merci beaucoup. Je voudrais dire au peuple kanak que je voudrais rappeler que la République n'est pas la France, car elle ne se comporte pas comme la devise de la France le propose. À savoir, l'égalité, nous la cherchons quand des gens s'octroient des augmentations sans consulter le peuple, alors qu'ils octroient au peuple des diminutions. Quand des gens aussi, quelques mois après leur investiture, se nomment en guerre contre quoi? Le peuple n'a jamais désiré la guerre. Contredisant aussi les principes de fraternité, nous l'avons vu pour les Gilets jaunes, nous le voyons maintenant pour les Kanaks, et contredisant le principe de liberté, nous l'avons vu pendant le confinement et toutes les mesures. Donc, la République n'appliquant pas la devise de la France, elle n'a rien de français. Merci d'avoir entendu cela. Je rappelle que la France, c'est le peuple des Françaises et des Français qui portent haut cette devise dans leur cœur, à savoir liberté proportionnelle à la juste utilisation qui en est faite pour le bien de chacune, de chacun et de tous. Égalité dans l'amour destiné à chaque être de l'univers, quelle que soit sa forme, son état et son action. Fraternité avec tous les êtres de l'univers, encore une fois, quelle que soit leur forme, leur action et leur état. Et l'amour peut être différent suivant les circonstances et suivant les besoins des êtres. Mais l'égalité de l'amour destiné à chaque être, même s'il est différent pour satisfaire les besoins de cet être et les besoins du monde alentour, cet amour, cette égalité est un des principes fondamentaux de la France. Et tout être qui porte cette devise, je le vois comme un Français, peu importe
qu'ils soient nés à un endroit ou à un autre de l'univers. Voilà. Ceci étant dit, je me souhaite à moi-même la paix et je vous en souhaite autant. Paix avec vous et paix pour le monde entier. Merci d'avoir entendu. Merci Jean-Pierre. Ça permet de ce que tu viens de dire, de rebondir sur ce que va nous expliquer maintenant Philippe, c'est-à-dire les assemblées populaires. Parce que au lieu de commencer par en haut, comme le fait l'oligarchie, toujours par un sommet d'une pyramide, eh bien la transition que le Conseil national de transition français canal historique a préparé, a mis en place, va commencer par le bas, c'est-à-dire par tous les citoyens qui vont pouvoir se réunir par tirage au sort dans des assemblées populaires, déjà au niveau des communes et des mairies, où on remplacera les conseils municipaux par des commissions municipales et des assemblées populaires qui seront convoquées quand il y aura une décision importante à prendre, et le maire ne sera plus qu'un porte-parole. Il existera toujours, mais ce sera un porte-parole de la commission municipale. Et de même, on aura au niveau des départements la même structure, et après au niveau national. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une pyramide avec une décision prise au sommet, eh bien, nous aurons un système horizontal de commissions qui vont communiquer les unes avec les autres. Voilà ce que je voulais rajouter, Jean-Pierre. À toi, Philippe. Merci. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est commencer par un constat, à savoir qu'il y a depuis 2 ans, en France, 1293 maires qui ont donné leur démission. Donc ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir analyser, prendre en compte, évidemment. Alors les motifs sont assez variables, la sécurité bien entendu, y compris leur sécurité personnelle. J'insiste sur ce point parce qu'on est en train de vivre une criminalisation, on voit ça avec la police contre les bandits, notamment les bandits qui n'ont plus peur de personne, et c'est celui qui a le plus gros revolver qui aura raison. Donc ça veut dire qu'il y a de la part de l'État une déliquescence sur la qualité des services publics, incontestablement. Donc ça aussi, ça pèse sur les épaules des maires, mais pas que. Il y a aussi d'autres choses, et notamment les politiques locales avec lesquelles les maires ne sont pas d'accord, mais qu'on leur impose par le haut. Donc pour toutes ces raisons-là, il y a désormais beaucoup plus qu'avant, je dirais, de démissions de maires. Voilà. Alors quant à nous, notre rôle à nous, c'est d'aller les voir, bien évidemment, de leur faire part du fait qu'on comprend déjà leurs préoccupations à eux. Qu'on leur propose de diluer leur responsabilité dans le sens où ils sont responsables mais pas coupables, si je puis dire, mais par les assemblées populaires dont nous allons faire état, aller voir les maires pour leur dire voilà, on va aller chercher des personnes, disons qui sont prêtes à s'investir, qui sont volontaires tout simplement, et parmi lesquels on va aller tirer non plus votre conseil municipal, mais on va aller extraire donc une assemblée populaire. Et puis vous ferez partie, monsieur le maire, de l'assemblée populaire. Alors là, c'est d'accord. Monsieur le maire, il a quelques idées sur la façon dont les choses devraient se conduire. Il a quelques idées à faire valoir. Il aura, comme les autres, son temps de parole pour les exprimer. Et il viendra apporter son savoir-faire, sa plus-value, dès lors qu'il y a de son côté un savoir-faire et une plus-value. Évidemment, s'il n'y en a aucune, de ces deux-là, il aura moins d'importance dans l'expression des tours de parole. Voilà comment les choses vont se passer. Alors, je voudrais simplement aussi dire que l'Assemblée populaire, dans la Grèce antique, qui nous montre la voie, en quelque sorte, sur la vraie démocratie, les assemblées populaires, elles consistaient à faire sonner, en quelque sorte, la cloche chaque fois qu'il était nécessaire de traiter un sujet qui avait un intérêt public, évidemment. Et les gens quittaient leur village, leur charrue, leur échoppe, etc. et rejoignaient ce qu'on appelait à l'époque déjà l'église de la mairie. Alors, église, ça se dit en grec, ecclésie. Et c'est la traduction en français, c'est le mot église, je suis désolé. Alors je voudrais pas qu'on nous prenne ici pour des religieux ou pour des sectaires, c'est simplement pour rappeler l'histoire. L'église de la mairie, ecclésia, et la mairie, c'est kratos, voilà. Donc la démocratie, je rappelle que c'est l'État, démos c'est l'État, et kratos c'est la mairie, voilà. En grec ancien. Tout ça pour rappeler comment ça se passait dans le cerveau des gens de cette époque-là. Voilà. Aujourd'hui, on nous sort de la démocratie avec des étymologies un peu étranges. Et ecclésie, c'est l'église. C'est la traduction en français, c'est l'église. Si on dit en anglais, par exemple, ça se dit church. Il n'y a aucun lien étymologique. Alors qu'en français, il y a un lien étymologique entre ecclésie et l'église. Et ecclésie, en grec, ça voulait dire l'assemblée populaire. Donc, nous sommes dans l'assemblée populaire.
à l'issue de laquelle, évidemment, seront votés des choix, des projets, des actions, etc. Mais surtout pas d'élection de personnes. Ça, c'est toujours aussi interdit. Hein, voilà. Donc voilà. Donc on est passé de Monsieur Guterres, secrétaire général de l'ONU, à je vais voir mon maire pour essayer de l'aider, tout simplement, dans un premier temps. Et puis reprendre les rênes avec lui, et puis faire politique au niveau local avec lui, selon les principes de la démocratie et non plus les principes de l'oligarchie. Alors, je rappelle ce que c'est que l'oligarchie, hein, c'est le gouvernement par très peu de gens sur l'ensemble des autres. Hein, oligarchie, c'est ça que ça veut dire. Hein. Le petit nombre. Un petit nombre qui gouverne sur l'ensemble des autres. Donc c'est de ça qu'on veut se séparer, puisque ça c'est la logique politicienne qui fait que par représentation au travers d'une république, qui démultiplie la représentation et qui démultiplie les cas de corruption, évidemment. Hein. Donc on en arrive avec le temps à ce qu'on vit aujourd'hui, à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc une déliquescence de la société avec des services publics qui sont de moins en moins assumés, avec des relations internationales qui sont de plus en plus compliquées, et puis voilà, et puis des dettes sans arrêt qu'on ne sait pas éponger. Il n'y a pas de solution. En fait, il n'y a pas d'horizon au-delà duquel on sache dire ça va aller mieux à partir de telle date. Non, ça marche pas comme ça. Donc voilà. Donc désormais, si le peuple prend son destin en main directement et sans représentation, tout ira mieux. Alors moi, je voudrais dire aussi que tout à l'heure, il y a le jeune homme qui a fait le discours en Kanaki. Il a parlé du droit de la force légitime. La France est forte du droit de la force légitime. Alors, c'est pas ça. C'est qu'elle a l'autorité. Elle n'a pas le droit. Elle a l'autorité. Le droit, c'est celui du souverain. Et le souverain, c'est nous. Donc dire que on a le droit le gouvernement a le droit de la force, non, il a l'autorité. Alors c'est un point important. C'est un point important parce qu'il faut rappeler régulièrement que le souverain dans une démocratie, et normalement ce qui devrait être vrai aussi en république, mais qui ne l'est pas, le souverain c'est le peuple, c'est lui qui décide. C'est-à-dire que s'il descend dans la rue, c'est lui qui a l'autorité. S'il veut manifester quelque chose, c'est à lui d'aller se mettre en assemblée et de décider des choses. Et ça n'est pas simplement à lui d'attendre de recevoir des balles, des coups de fusil par une armée de gens qui nous viennent de l'extérieur et qu'on ne connaît pas. Voilà, tout ce qu'il faut remettre à l'endroit, si je puis dire, pour mettre, j'allais dire un mauvais jeu de mots, mais pour remettre l'église au milieu du village. Et là, le mot église est pris au sens religieux. Voilà. Alors voilà, Philippe, moi je vais terminer mon intervention d'aujourd'hui par quelque chose de très important concernant le peuple français. Il faut savoir qu'en ce moment, actuellement, à cause justement de la peur que les gouvernants illégitimes nous inspirent, eh bien, les Français ont mis de côté dans leurs économies 6 000 milliards d'euros. Ça veut dire que les Français sont capables, à eux tout seuls, de rembourser largement la soi-disant dette de la France, qui en fait ne correspond qu'à des intérêts, parce que quand on se rappelle de ce qui a été voté notamment au moment du traité de Maastricht, on a empêché la Banque de France de prêter directement aux Français. Il a fallu passer par les banques privées qui prennent des intérêts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, au moment de la transition, sera totalement équipée financièrement pour que le peuple puisse lui-même retrouver son pouvoir et sa souveraineté, notamment et surtout déjà au départ sur le plan financier. Donc on pourra parfaitement financer toute la transition à partir du moment où le peuple va s'autofinancer. Voilà ce que je voulais dire pour terminer. Merci Bruno, merci Philippe, merci Jean-Pierre. Pour clore cette émission, je vais essayer de vous résumer le Conseil national de transition français, canal historique en quelques mots. Voici que ceux que j'ai choisis: paix durable, vivre ensemble, droit au bonheur légitime. Qu'est-ce que vous en pensez? Bravo. Eh ben très bien, on va terminer là-dessus. Ouais, parfait. Bon, on va se retrouver lundi. Lundi, n'oublions pas qu'il y a une réunion avec les adhérents, avec nos membres du CNT. Nous aurons l'occasion de le rappeler. Je rappelle également que nous sommes un organisme totalement indépendant. Oui, Philippe, j'en ai pour un instant. Et que, en l'occurrence, eh bien, nous avons besoin de votre bon vouloir pour pouvoir exister. Et pour ce faire, eh bien, sur notre site www.conseilnational.fr. Oui, Philippe, c'est à toi. Oui, simplement pour dire que lundi est férié, mais que nous n'avons pas oublié qu'il est férié. Pendant que les jours sont fériés, je dirais que la vente continue, comme on dit chez les commerçants. Non, on continue de bosser et on sera là lundi. Voilà. Show must go on. Merci beaucoup les amis, merci à vous, excellente soirée, excellent week-end.